on commence directement. Bonjour déjà Derek, et merci d'avoir accepté notre invitation, qui est en fait une invitation dans le réseau français de la System Dynamic Society, puisqu'on a maintenant ce nouveau réseau français qui s'est construit. Donc merci encore de cette présentation. Je te laisse te présenter et puis d'introduire un petit peu ton sujet. OK, merci beaucoup, Arnaud. Bonsoir à tous. Donc, je vais présenter. OK, c'est bon pour l'écran? C'est bon. OK. Donc, je vais présenter un petit peu sur mon travail. Donc, je travaille en dynamique du système dans les systèmes élevage. Donc, moi, je suis Derek Chan. Je suis chercheur à International Livestock Research Institute. C'est l'Institut international de recherche sur élevage. Donc, je suis basé à Dakar, mais je suis à Nairobi au siège maintenant. Avant, j'étais doctorant à l'Université McGill, où j'ai fait ma thèse sur la dynamique de la transformation équitable dans le marché alimentaire. Et aussi, j'ai travaillé quelques années au Millennium Institute, où j'ai travaillé avec les gouvernements nationaux pour développer et mettre en œuvre des modèles d'évaluation intégrés afin de planifier à la réalisation des objectifs de développement durable et aussi à l'Université Clément-Auvergne et le centre Erasme avec Arnaud, où j'ai travaillé toujours sur la modélisation en dynamique des systèmes pour la planification dans le contexte du Green Deal européen et pour les villes visant un développement durable. Donc, un petit peu sur ILRI, nous sommes une organisation internationale basée en Éthiopie et au Kenya. On a aussi 8 bureaux en Afrique, au Burkina Faso, Burundi, Mali, Nigeria, en Ouganda, au Sénégal, en Tanzanie, en Zimbabwe, et aussi 4 bureaux en Asie, en Chine, en Inde, au Népal et en Vietnam. Il y a environ 600 employés avec une répartition par sexe de 40% de femmes et 60% d'hommes. ILRI est un parti d'un réseau des organisations internationales qui travaillent dans le domaine d'agriculture. Donc, il y a 14, ouais, il y a 14 organisations qui travaillent sur des différents euh, euh, types d'agriculture, on peut dire. Il y a un centre sur le riz, il y a 2 centres sur le riz, il y a aussi un centre sur les patates. Il y a des centres qui travaillent en maïs. Et il y a aussi des différents centres qui travaillent dans les différentes régions. Et le CGR est basé en France, à Montpellier. Donc moi, donc je travaille en dynamique de système. Euh, la dynamique de système, ce sont plutôt des modèles comme ça. Et il y a des différents, on peut dire, structures. On peut travailler. Donc ça, c'est une structure de dynamique de troupeau. euh, où on a euh, des bétails, mâles, femelles, femelles, des vaches, comme ça. On utilise des approches participatives pour développer le modèle. Donc ça, c'est la chaîne de valeur
euh, porcin, je pense. Ouais. Ça, c'est nous en Mongolie. On travaille sur, euh, c'est peut-être le Cachemire. Euh, et au Nigeria, on travaille sur la chaîne de valeur du lait. Mhm. Et on adapte les modèles, on peut dire, qualitatifs pour développer des modèles quantitatifs. Euh, donc ça, c'est un modèle d'infection. Et on développe aussi des interfaces faciles à utiliser. Donc ça, c'est une interface développée basée sur euh, un modèle d'infection. Et on peut choisir des différents scénarios si on applique anti-stress, si on applique la vaccination sur le troupeau de volailles. On peut aussi changer des paramètres. On a aussi le choix euh, de faire une propagation de maladies et on a aussi des différents traitements. Et on peut choisir le scénario, on peut développer le scénario, on peut euh, démarrer la simulation et on peut voir les résultats immédiatement. Voilà. Donc, quelle dynamique on a dans les systèmes d'élevage? Donc, on a les dynamiques de troupeaux. Donc, par exemple, les naissances, les morts du troupeau. Si on a un choc dans le système, un choc climatique par exemple, ou des inondations, on peut aussi capturer les dynamiques de troupeaux et comment les troupeaux peuvent régénérer après un choc. On peut aussi capturer la propagation des maladies. Donc, il y a beaucoup de maladies qui sont très, très importantes en élevage. Par exemple, la peste des petits ruminants, Gumboro. euh, euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de maladies qui peuvent affecter les petits ruminants, les grands ruminants, les volailles. On peut aussi modéliser la prise de décision économique. Euh, donc, la prise de décision au niveau de ménage, où on peut capturer aussi la prise de décision au niveau d'un pays. Et la prise de décision est dynamique parce que euh, la prise de décision peut-être est basée sur l'économie de ménage ou l'économie de pays. La prise de décision peut être aussi basée sur les ressources naturelles dans le pays. On peut aussi capturer les aliments de bétail et aussi les pâturages dans le pays. Donc, le pâturage comme euh, donc si la taille de troupeau augmente, les animaux vont manger encore et peut-être on a un risque de dégradation de sol, par exemple. On peut aussi capturer la dynamique du marché. Et maintenant, je vais juste présenter quelques modèles. Donc, on a un modèle sur la lutte contre la peste des petits ruminants développé au Karnataka, en Inde, où on examine l'efficacité et l'impact économique de différentes stratégies de vaccination pour lutter contre la PPR parmi les populations de petits ruminants.
On a développé un modèle en dynamique de système avec des scénarios de base et des scénarios déterminés par l'utilisateur. On a des différents types de stratégies de vaccination. On peut choisir de ne vacciner pas. On peut avoir la vaccination réactionnelle. Donc, si il y a des cas de la PPR, on peut commencer à vacciner. Ou on peut avoir la vaccination régulière à des différentes fréquences, une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an. On peut aussi adapter les stratégies de vaccination pour observer les effets au fil du temps. Donc, le modèle, on a la propagation de la PPR. On a des différentes stratégies de vaccination et on présente des résultats économiques. Dans le modèle, on a la dynamique de troupeaux et des maladies, la commercialisation. Donc, il y a un prix varié dans le modèle et le prix varie par... donc, ce sont des effets de demande-offre. Donc, si on a la maladie qui affecte la population, qui affecte la taille du troupeau, le prix par kilo de la viande va augmenter. Et on a aussi les changements dans la taille du troupeau, des pertes, des infections, mortalité, récupération et des effets de prix. Et finalement, donc on a développé une interface utilisateur et on a aussi des efforts coordonnés entre les États indiens pour réduire les foyers de la PPR. Donc, peut-être je peux présenter brièvement ce modèle. Ah, vous voyez la simulation? Ouais, OK. Donc, ça, c'est une interface utilisateur développée basée sur le modèle. Où on peut choisir la stratégie de la vaccination et on peut aussi choisir quelques paramètres pour les vaccinations. Donc, par exemple, on peut essayer avec une vaccination régulière 2 fois par an, comme ça. Et vous voyez, maintenant, on a des résultats. On commence la simulation. Et maintenant, le troupeau augmente. On a quelques... Ouais. Et on voit aussi les infections. Donc, on a déjà des infections programmées dans le modèle, mais on voit ici la propagation et aussi les mortalités. On présente aussi les indicateurs de vaccination. Mhm. Et la performance économique. Et on peut essayer avec un autre scénario. Donc, on peut essayer pas de vaccination. OK, donc on est en train de simuler.
Et comme ça, on peut comparer les deux scénarios. Donc, la taille de troupeau est plus petite qu'avant. On a plus d'infections. On a aussi plus de mortalité dans dans ce scénario. OK. Deuxième modèle. Les impacts des interventions sur l'utilisation des antimicrobiens dans la production avicole. Donc, ça, c'est un cas basé sur la production au Sénégal. Et dans ce modèle, on prend le rôle de gérant d'une ferme. Donc, c'est la production commerciale de volailles. On a développé un modèle basé en dynamique de système, basé sur l'élevage semi-intensif. Donc, ça, c'est élevage commercial de poulets de chair au Sénégal. Et on a testé quelques interventions, la vaccination, biosécurité, les antimicrobiens pour la prévention et aussi pour le traitement. L'objectif dans le modèle, c'est de capturer, encore une fois, c'est la propagation des maladies. On a testé différentes maladies, par exemple le Gumboro, Brucellose et d'autres maladies qui sont importantes dans la production avicole. On a le modèle d'infection. On a des différents états de poulets vaccinés, les poulets qui sont vulnérables et aussi les poulets infectés. Et donc, ça, c'est basé sur un modèle SIR qui est très commun en dynamique de système. SIR, Susceptible, Infected, Recovered. Donc ici, on a vacciné, qui est un peu près comme recovered, susceptible et infecté. On a aussi capturé la transmission entre les oiseaux et aussi la transmission environnementale. Et puis, on calcule les bénéfices dans le secteur de la productivité à partir des coûts et des recettes. On calcule aussi les gains de poids, tenant compte de l'impact des maladies et de l'utilisation d'antimicrobiens. Donc, l'objectif de ce modèle, c'est de capturer les effets économiques et aussi les effets en termes d'utilisation d'antimicrobiens dans des différents scénarios. Donc, si on a une maladie, qu'est-ce qui se passe? Et si on fait la vaccination avant la maladie, quels sont les effets économiques? Et si on fait la vaccination après la maladie, quels sont les effets dans la productivité? Donc, on peut comparer les différents scénarios. Un troisième modèle, la production des petits ruminants et la commercialisation à l'exportation au Somaliland. Donc ici, on peut prendre le rôle de gérant des pâturages ou on peut prendre le rôle d'un exportateur. Au Somaliland, il y a toujours des problèmes de Rift Valley Fever. Donc ça, c'est une autre maladie qui affecte les petits ruminants. Et il y a aussi des difficultés à l'exploitation. Donc,
le premier pays d'exportation, donc le pays le plus important en termes d'exportation pour Somaliland, euh, et ok, la Saudi Arabia, c'est quel pays? C'est quoi Saudi Arabia en français? Saudis arabes? J'ai un petit doute, je pense, oui. Ok. À Euh, vérifier. mais la Saudite arabe donne des restrictions à l'exportation de temps en temps à cause des maladies. Donc, dans ce modèle, on peut tester les dynamiques de l'exportation, euh, de la commerce mondiale aussi, et aussi les effets sur, euh, sur les prix au Somaliland. Donc, on a développé aussi une interface pour ce modèle. Si? Non. Mhm. OK. Les petits ruminants. On peut choisir le rôle. Donc, on prend le rôle de gérant. On peut faire de la composition des animaux. Et dans ce modèle, on doit décider chaque 5 ans. Donc, on peut changer les paramètres. Mhm. Et les résultats. Donc, comme résultat, on a la taille du troupeau. On a aussi une dégradation de sol et les résultats économiques dans le modèle. Ouais, donc, je veux juste euh, passer par tous les modèles et après, je peux prendre des questions. Quatrième modèle est sur la maladie de Marek dans l'élevage intensif de poules pondeuses au Ghana. On peut évaluer les impacts économiques des stratégies d'atténuation de la maladie. Donc, pour ça, on a aussi construit un modèle en groupe de manière participative pour le développement du modèle. Et on a aussi, donc on valide toujours les modèles, on fait la validation des modèles toujours en groupe avec des experts, avec des acteurs et on discute aussi les modèles en groupe et on fait aussi des enquêtes. Et pour ce modèle, on a développé ouais, ça c'est une autre interface pour ce modèle où on peut, donc ça c'est un peu plus compliqué parce que cette interface est ciblée euh, pour, ouais, donc on a plus de paramètres dans ce modèle, donc c'est pas quelque chose de simple, mais on donne aussi la formation pour le modèle. Donc, on peut choisir des différents paramètres. Euh, on peut aussi introduire les différents coûts dans le modèle. Mhm. Les coûts pour les vaccinations, Gumboro, Marek, Newcastle.
les prix dans le modèle, le nombre des heures. Mhm. Et après, on peut simuler. Donc, l'objectif avec ce modèle, c'est de faire la formation des formateurs et on peut faire aussi la formation régionale des associations d'éleveurs pour améliorer la production des œufs au Ghana. Et finalement, on a un autre modèle sur la chaîne de valeur de Cachemire en Mongolie. Et dans ce modèle, on veut essayer des différentes pratiques de production, de transformation et de commercialisation de Cachemire afin d'améliorer la productivité et de réduire l'empreinte carbone de cette production. Donc, dans ce modèle, on a deux résultats. On a les résultats économiques et on a aussi les résultats environnementaux et on peut comparer les deux. Donc, on a fait des entretiens et aussi la cartographie de la chaîne de valeur, les producteurs, les transformateurs, le marketing pour comprendre les interactions et les différentes options en Mongolie. On a discuté aussi des différentes politiques et stratégies utilisées dans la production de Cachemire. Et donc, on est toujours en train de développer ce modèle. Mais comme résultat, on peut comparer les différentes pratiques de production, comment on transporte le Cachemire, comment on collecte le Cachemire, quel moyen de transport, est-ce qu'il y a un nœud central pour collecter le Cachemire ou bien est-ce que c'est mieux si les producteurs prennent eux-mêmes la production de Cachemire? Il y a aussi des différentes options. On peut exporter en Chine et on peut faire la transformation en Chine avant de exporter en Europe. Ou bien on peut faire la transformation en Mongolie avant de vendre le Cachemire et les produits transformés en Mongolie. Donc, avec ce modèle, on peut comparer les différents scénarios et on peut aussi tester les effets sur les effets économiques et aussi les effets sur l'environnement. Et voilà. Donc, ça, c'est ma présentation. C'est juste un petit aperçu sur comment on utilise la dynamique du système dans le domaine de l'élevage. Merci beaucoup. Merci Derek pour surtout ces illustrations. Et on va peut-être ouvrir par rapport à des questions. Je vois que Lens rentre carrément dans le vif du sujet en demandant où justement comment les personnes ont appris à Oui, utiliser la dynamique des systèmes. j'ai oublié de chercher ma LinkedIn. Oh! Nice to see you, Len. Same. And Derek, you're the man. A lot coming from you. I sent you a message in the chat. You should take a look at it. Mhm. But then I put a question with Google Translate for everyone.
les auteurs des modèles. Oui. Donc, en fait, il y a... OK, donc la question est dans le chat. Donc, les auteurs, où est-ce qu'ils ont appris la dynamique des systèmes? Alors, c'est vraiment une bonne question. Donc, il y a moi, il y a aussi Francis Wanyoke, qui est un collègue. Il a travaillé pour ILRI pendant 20 ans, je pense. Donc, je ne sais pas si tu connais Carl Rich. Euh, il est aussi... Donc, il a travaillé un peu partout, mais il est expert en dynamique de système. Donc, c'est vraiment Carl Rich qui a introduit la dynamique du système à ILRI. Et donc maintenant, c'est moi qui prends le rôle, mais il y a aussi quelques chercheurs ici qui travaillent avec cette méthode. Mhm. Merci. Mm. Quand tu parlais de modèles, Derek, il y a des logiciels, enfin, tu passes par Stella, tu passes par Vensim, tu as des logiciels particuliers dans tes modélisations? Donc, on travaille plutôt avec Stella. D'accord. C'est- Stella est plus facile pour développer les interfaces. Et vraiment, euh, on travaille sur les interfaces parce que ça, c'est quelque chose. Donc, on peut partager les modèles facilement avec les décideurs politiques, euh, avec les fermiers, donc les gens qui ne sont pas trop adaptés en dynamique du système, mais on peut toujours partager les modèles facilement où, où ils peuvent essayer des différents scénarios. Et Vensim, je pense, est trop difficile pour faire des interfaces. Mhm. Mm. C'est trop compliqué. D'accord. Et quand tu présentais les modèles, c'est des modèles qui sont dès le départ à destination de pays. Ça veut dire que c'est l'IDRI qui discute avec différents types de pays pour savoir quel type de modélisation est attendu. Ou c'est vous qui vous emparez d'une supply chain et qui décidez d'aller regarder un petit peu toutes les conséquences des pandémies. Donc, tous les modèles sont toujours liés avec un projet et on cherche des partenaires sur place. Euh, donc, avec ILRI, on peut toujours accéder des réseaux des experts. Euh, on a aussi des contacts, donc on peut demander au département de santé à ILRI s'ils ont des connexions, ou on peut demander au gouvernement si on peut consulter des experts pour démarrer le projet et pour développer le cadre du projet. Et normalement, on fait deux, trois consultations par modèle avec des experts. Je vois que dans le chat, Gilles Maillet te demande si tu as des boucles de retour et notamment sur des exemples tests terrain et résultats du modèle. Donc, boucle de retour comme feedback des experts ou feedback de... Je pense que ça doit être des résultats que tu obtiens sur le terrain. Oui, ça peut être des relevés, des données. Peut-être que Gilles, il peut préciser, hein. Oui, ben, vous avez présenté les modèles et le fait que ça aboutit à des prises de décision. Et comme les modèles portent sur plusieurs années, j'ai vu qu'il y avait certains modèles qui étaient sur 5 ans. Euh, il n'y a pas des moments où il y a comment dire, un point d'arrêt et une comparaison entre ce qu'a dit le modèle et puis ce qui se passe sur le terrain, où le modèle Euh, sert juste à la prise de décision. ouais, donc normalement, nos modèles sont basés sur... OK, donc ça dépend du modèle, mais normalement, on a des consultations avec des experts.
peut-être les experts, ils ont déjà des données. Donc, par exemple, le modèle au Sénégal, on a développé ce modèle basé sur un exemple au Sénégal. Donc, ils ont déjà les données sur les gains de poids, sur les régimes des antimicrobiens, des anti-stress, les vaccinations et tout ça. Mais on veut toujours, donc pour ce modèle, on veut généraliser le modèle. Donc, on ne veut pas juste capturer un cas dans un pays. Donc, on veut toujours euh, inclure plusieurs pays, plusieurs exemples dans ce modèle. Donc, pour le cas de ce modèle antimicrobien, on veut bien essayer avec d'autres cas pour valider, pour tester, pour capturer des différents scénarios. Donc, vous voyez un peu ce que je dis. Oui, je vois. Mhm. Derek, Mhm. I used Google Translate. Let me try to answer Gilles' question. Mhm. The You can have in SD. English, then. You can speak in English if you need. Okay, okay. Mhm. You know, you both know my French is terrible now. So there's an article. I will get it to you, Arnaud. 24 tests recommended for models. Two fellows wrote that paper about, 10 years ago or so. And then most of the tools have some kind of sensitivity or optimization. But what Derek said is the stakeholders are the people, right, who Mhm. are going to help you make those decisions. Is it well done? Did I attack the correct problem correctly? Things of that sort. Mhm. But while you're questioning, I'll go find the article and put it in the chat. Oh, thanks. Okay. C'était une question que j'avais moi aussi, Derek, c'était sur la validation des tests statistiques. Mhm. Quel type de validation toi tu utilises? Et quand tu dis que tu questionnes des experts et des acteurs du terrain pour valider le modèle, quelle est la proportion que tu accordes? Quel est le poids que tu accordes finalement aux experts, aux acteurs du terrain par rapport à la validation statistique que tu fais toi? Len évoquait les tests de sensitivité par exemple, ou Mhm. les tests d'optimisation. Comment tu t'arrives à conjuguer ces deux approches? Donc, vraiment, ça dépend sur le type de modèle. Donc, si, donc, par exemple, euh, les modèles nationaux, comme ISDG ou bien les autres modèles comme ça, on peut toujours accéder les bases de données. Donc, pour les variables dans le modèle, on peut vérifier le comportement avec les données qui existent. Euh, mais pour un modèle comme ça, pour un modèle sur la propagation de maladies, de temps en temps, on peut aussi demander au ministère de l'Agriculture, par exemple, s'ils ont des données sur la propagation des maladies dans une certaine région. Donc, on peut vérifier ou valider le modèle comme ça. Mais si on veut capturer des phénomènes où il n'y a pas de données, on doit compter sur les experts. C'était juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Len et un petit peu ce que tu évoquais. J'ai l'impression que sur les supply chain, il y a beaucoup de modèles d'optimisation finalement, et que dans les modèles nationaux, on n'en retrouve pas énormément. Il n'y a pas un souhait, il n'y a pas un objectif dans les modèles nationaux. Tu vas voir un modèle agricole ou un modèle alimentation, il n'y a pas toujours l'objectif d'optimiser ces modèles. Et là, j'ai l'impression que sur les supply chain, on utilise un système dynamique qui n'a pas forcément pour vocation d'optimiser. Alors,
on le fait, hein, mais je trouve ça. Alors, est-ce que c'est une pratique courante désormais de faire des modèles de systèmes dynamiques avec optimisation? Et finalement, on ouvre là une porte énorme en termes de méthodologie, ou est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, est vraiment l'application même de la méthode sur les supply chains? Donc, en fait, pour supply chain, on peut, donc si on a les données sur les prix Mm, au fil de temps, au moins 5 ans, 10 ans, on peut aussi analyser un peu ces données, si ils ont des chocs, si, euh, donc, par exemple, on a la taille du troupeau, on a le prix. euh, pour le cas d'exportation au Somaliland, euh, si on a les données, on peut comparer les deux et on peut déterminer une élasticité mm, relative pour les deux. d'accord. Mhm. Au niveau de la limite, parce que j'ai vu que dans tes modèles de supply chain, c'est production, il y a très peu de modèles de consommation alimentaire. Là, c'est juste quoi? C'est un problème de terrain, c'est qu'on n'a rien du tout comme données sur les comportements alimentaires et on va dire tout ce qui serait transformation, consommation, transport de la viande sur le territoire. Tu vois, toute la chaîne aval. Les modèles sont Mhm. beaucoup des modèles amont. Je te dis ça parce que Henri a fait son modèle sur le Burkina Faso et il a fait un modèle de production agricole et il a eu énormément de mal à passer sur l'aval de la chaîne, la supply chain. Et je me Mhm. demandais si toi aussi tu es confronté à ces soucis-là dans les modèles, c'est d'aller voir l'aval et pas uniquement l'amont de la supply chain. Ouais, donc c'est vrai qu'on travaille plutôt sur le nœud de la production. Euh, et Mais à partir de ça, on commence avec un modèle value add. Donc, chaque nœud, quelle est la valeur ajoutée? Mhm. Et on travaille un petit peu comme ça, mais c'est vrai, c'est un peu difficile de capturer toutes les dynamiques, tous les effets. Donc, pour ça, on doit avoir beaucoup de données ou bien des enquêtes. Et normalement, on n'a pas. euh, on n'a pas les données pour faire ça. D'accord. Donc, Après, on peut c'est toujours faire des hypothèses euh, et on redemande aux experts, donc, est-ce que c'est raisonnable comme ça ou bien. Et dans une analyse de value chain, on demande souvent donc, c'est quel acteur qui détermine le prix dans le système. Mhm. Donc, à partir de ça, on peut faire des hypothèses. d'accord. Mhm. Et sur la partie dégradation des sols, parce que j'ai vu que tu avais dans ton modèle une forme de land use, hein, finalement, si tu as un troupeau ou un cheptel, les Mhm. conséquences que ça peut générer. Et là, c'est pareil, c'est aussi des données de terrain que tu arrives à faire remonter pour voir les conséquences sur l'usage des terres. Hum, donc pour ça, donc c'était pas mon modèle, mais je pense on a des données qui Ouais, c'est viennent la question que je me de là. posais, si on peut avoir, si tu avais des données sur l'usage des terres dans chaque cas nationaux que tu étudies. Je pense que c'est la FAO qui fait la catégorisation entre les quatre différents niveaux de dégradation. D'accord. Ouais, c'est pas des tests de terrain qui remontent et que tu intègres toi dans ton modèle. Euh, ouais, donc c'est pas mon modèle. Donc D'accord. mais c'est une question vraiment importante. Mm.
J'avais aussi une question, mais je pense que Len a évoqué, et je ne sais pas si lui aussi l'utilise beaucoup, euh, avoir des modèles où tu valides uniquement tes modèles par les experts et des acteurs. Quel poids ça a aujourd'hui en système dynamique dans la théorie? Hence, I don't know if you understand my question. I was thinking about validation with expert and actors today. Is it really important in system dynamic theory today? I'll try again slowly in English. This has been an issue for me. If you have a real client, right, a small stakeholder group, of course you're going to do constant interaction with them. That's the best. Instead of what we used to call throw it over the wall. So Arnaud, you hire me, and 6 months later I deliver the work. Mm. No, that does not work. But when it comes to publications, we have had many reviewers ask, show me the model or give me the model so I, as a reviewer, can be certain you did a good job. Well, they don't have Stella or Vensim or Studio or what, they don't understand the method at all, you know, this stock and flow. So I agree, very difficult. If I had my preference, like Derek has done, to work with stakeholders, make them part of the team, Mm. of the construction team. Mhm. If you're trying to get, I don't know if the French system, well, you would know. We have that system in the US of tenure, right, at university. How do I get people to accept my modeling work when they don't understand the method and they don't know the tools, how to use them? I have one student who's been very successful in energy with system dynamics, but it's definitely difficult. Definitely difficult to do. I hope that helps to answer a little bit. Mhm. I was wondering if you can do that with policy, you know, because here, like you said, it's small group. It's you're focused on a small Yes. supply chain, you have small stakeholders, you can imagine to do it. But for Yeah, national and policy, if you have to get some of those people interested somehow. I know they don't have time. They don't. What does John Sturman say? Research has shown that nobody pays attention to research. So he says that a lot, but it's difficult. I mean, I've worked with the U.S. Department of Energy a lot. Sometimes maybe Derek has actually done this in his work. You have to add features to make certain people happy, Mm. even though those things have no impact on the dynamics, Mhm. right? For me, it was with engineers. You know, where is your detail, Len? Why didn't you add this or that? And then I add it and show that basically it has no effect. But now maybe I've got them, you know, I've got their interest. Maybe. I mean, when you were talking about antimicrobials and you know, a lot of that is knowledge that your average policymaker might know nothing about. Mhm. But if you don't put it in, no confidence in you, right? Mm. Or in your modeling. No, I agree with that because I think we are still sometime in the tradition to make a models and like, you know, show your models and after Yes. have the discussion of the models. Mhm. And just to involve people at the beginning, not only to validate, but just to build the model together. It's quite very hard job. Yeah,
I have a project now, a public health project, and they created what they call oversight group. And we meet with them about once a month. And we open the hood and show them to try to get their buy-in that yes, this is serious. Yes, we're doing it well. And it seems to be working. And then Derek, it seems what you've done, were you putting your models out on IC Exchange for people to use? We just started doing that. Mhm. So that helps some too. But sometimes they have to look under and say, wow, this Mm. guy knows what he's doing. This is complicated, not just the pretty interface, right? Mhm, mhm. So, Après, Derek, quand tu disais que tu travaillais avec des acteurs, par exemple, ça peut être des éleveurs, Mhm. euh, est-ce qu'ils ont besoin de cette culture en système dynamique ou est-ce que toi, tu vas juste poser de manière très littéraire les hypothèses ou les conditions ou les mécanismes d'optimisation qu'ils ont en tête? Tu as besoin de les amener à créer des boucles eux-mêmes ou pas du tout? Est-ce que les CLD, tu vas leur Hmm. montrer comment ça se construit? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Donc en fait, avec euh, l'approche participative, on inclut les éleveurs, on inclut donc chaque nœud dans la chaîne de valeur pour, euh, pour développer les CLD, pour aussi discuter donc quelles sont les dynamiques qui sont les plus importantes dans ces domaines, quelles sont les dynamiques, donc quelles sont les contraintes dans la production, par exemple. Euh, et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on prend euh, les différences des acteurs, mais on doit faire des conclusions ensemble pour développer la cartographie de la chaîne de valeur aussi, discuter les dynamiques. Mhm. D'accord. et Arnaud, il y a des gens à Bergen, Birgit Kopinski Mm. et ses étudiants. Je crois qu'ils ont utilisé les CLD en Malawi avec des Mm. fermiers et des éleveurs. D'accord. Donc en fait, Birgit, elle travaille beaucoup dans le domaine d'agriculture. Mm. Mhm. Elle était dans le comité de thèse d'Henri. Henri a Mhm. soutenu sa Ouais. thèse il y a 15 jours. Ah, ok. Sauf qu'Henri, lui, il a fait le modèle national et il n'a pas eu, il a pas pu Mhm. faire un modèle local. He wanted to be a local model, very focused on, producer and everything. And at one moment, he decided to stay at the higher level, so the national one. Mhm. Et c'est un peu dommage parce qu'il n'a pas pu faire ses enquêtes et le côté participatif. Mais oui, non, c'est vraiment que c'est une bonne idée de rappeler cette notion de validation parce que ce n'est pas des choses qu'on intègre dans les modèles. Et en système dynamique, c'est vrai que la validation par les acteurs ou les experts, c'est quelque chose Mhm. qui joue un rôle de plus en plus important. Mais je peux aussi dire que dans le domaine élevage, euh, il est vraiment, vraiment facile de trouver des acteurs motivés. Mm. Parce que en Afrique, en Asie, euh, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine élevage, même les chercheurs à l'université, même les chercheurs qui travaillent pour les organisations agricoles et tout ça, ils ont aussi des fermes eux-mêmes. Ouais. Mhm. Mm, mm, mm. Ok, il est 19 heures.
Merci Derek pour surtout ces présentations de modèles, parce qu'on n'avait pas encore eu justement, on va dire, un webinaire avec une présentation de 5-6 modèles. Ça, donc c'était intéressant de voir tout le travail qui a été fait derrière et les simulations. Donc merci encore pour cette présentation. On l'a enregistrée, donc elle va rester dans notre base de données aussi, pour que chacun puisse la visualiser, parce que c'est vraiment important de voir comment un chercheur en dynamique des systèmes aujourd'hui est amené à modéliser et surtout à faire face à toutes les difficultés qu'on peut avoir, parce que tu parlais de données, tu parlais d'intégration des acteurs, de les montrer en rôle participatif. Et c'est tout ça, c'est toute la richesse de la méthode, hein, finalement, et ça, c'est toujours très important de le signaler. Eh ben, merci encore. Et Pour merci à certains, nous. on se reverra au mois de décembre. Len, I see you again in December for your lectures. Yes, yes, I was about to email you. Okay, so we will see that later. But yes, I see Yes, you in yes. December. We're very happy to hear you. Yes, and also I must say publicly, thank you for recommending Derek to me last summer. Oh, I know, he was working with me. I was very happy. If I could, I would keep it here, but okay, decide Yes, he have an yes, opportunity to have this job in Senegal. But yeah, I was very happy to have Derek here. He is a yes, very good mother anyway. yes. Thank you very much. Okay, I just stop the recording and I say you bye-bye. Au revoir. OK.